Deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les uns des radios 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales avec le réseau Via Télévision et avec TV5 Monde. L'invité politique ce matin sur ce plateau, c'est Emmanuel Grégoire. Bonjour, vous êtes le premier adjoint à la mairie de Paris. On va revenir avec vous dans un instant sur ce drame qui a eu lieu dans la nuit à Paris, dans le 16e arrondissement, avec 8 morts maintenant, je crois. Il faut être très prudent d'ailleurs sur le bilan. Il peut évoluer évidemment à chaque minute. Pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Vesfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France, premier journal francophone du monde. Merci Bonjour. Stéphane d'être là. Vous étiez cette nuit évidemment sur le lieu du sinistre. On privilégie, semble-t-il, maintenant une thèse criminelle. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un point sur le bilan? Comment risque-t-il évoluer et où en est-on ce matin? Il y a, à l'heure où nous parlons, 8 Parisiens qui sont décédés dans ce drame. Tous habitants de cet immeuble? A priori, tous habitants de cet immeuble et pris au piège de l'incendie. Ça a été depuis officialisé par monsieur le procureur de Paris, donc j'en fais état ici, mais nous avons su assez rapidement qu'une femme est suspectée d'être à l'origine de cet incendie criminel et qu'elle est, à l'heure qu'il est, en garde à vue. Et donc l'enquête devra déterminer les causes et les circonstances de ce feu, mais la gravité assez exceptionnelle de ce drame, hein, heureusement fort rare à Paris, est liée à la propagation extrêmement rapide des flammes dont ont témoigné les forces de secours. Et vraiment, il faut saluer les pompiers parce qu'ils ont réagi extrêmement rapidement. Dans des conditions extrêmement difficiles, puisque quand ils sont arrivés sur les lieux, il était à peine 1h du matin, les flammes étaient d'une violence inouïe, et les habitants étaient pris au piège. Et il a fallu faire des évacuations en échelle de façade. Les échelles mécaniques ne pouvaient pas accéder à l'immeuble, puisqu'il s'agissait d'un immeuble moderne qui va très bien, mais qui était sur cour intérieure. Il a fallu faire des descentes au baudrier. Des personnes se sont jetées dans le vide, parmi notamment les personnes décédées. Voilà, c'est un drame. Le risque est qu'à l'occasion de l'exploration de la zone du sinistre, il y ait des victimes supplémentaires. Nous espérons que non, mais... Quel est le travail que la mairie de Paris peut faire à ce stade-là? Alors, nous... L'assistante psychologique, évidemment. Alors, bien sûr, mais avant l'assistante psychologique, c'est la prise en charge d'urgence. C'est-à-dire, dès qu'un événement comme ça se produit à Paris de cette ampleur, nous avons des niveaux gradués d'intervention, de déclenchement de cellules de crise, qui consistent notamment à la prise en charge immédiate. C'est particulièrement le cas en hiver, où on peut se retrouver avec des dizaines de personnes dans la rue pour des hébergements d'urgence. Alors là, par exemple, très concrètement, combien de personnes la mairie de Paris a dû héberger? Finalement, assez peu dans le cas d'espèce, puisque la plupart d'entre eux ont réussi à trouver des solutions auprès des voisins à proximité qui ont été très, très solidaires. Mais nous avons pris en charge 12 personnes qui ont été orientées vers la mairie du 16e arrondissement, qui a été transformée pour l'occasion en lieu d'hébergement d'urgence. Et nous accompagnerons dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent les victimes pour les aider à surmonter ce drame. C'est à la fois l'hébergement, mais vous l'évoquiez à l'instant, c'est surtout la prise en charge psychologique et puis l'accompagnement des victimes. Donc malheureusement, probablement que comme dans le cas de la rue de Trévise, nous allons déclencher un partenariat associatif avec Paris Aide aux Victimes, qui est une structure qui accompagne les victimes de ce type de drame, a fortiori s'il y a une origine criminelle, ce qui induira une enquête et des procédures judiciaires longues. C'est toujours une épreuve de traverser ça. Pardon, sur le profil psychologique de la personne qui est en garde à vue, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est un profil, quelqu'un qui présente des troubles psychiatriques? Est-ce que c'est un Disons que c'est une personne que, d'après les informations à notre disposition, qui est défavorablement connue des services pour des troubles, oui. Donc, pour des troubles qui habitait l'immeuble? Oui, qui a priori habitait l'immeuble. Pour des troubles de quelle nature? De nature psychiatrique. Psychiatrique. Donc on laissera là aussi, c'est au procureur de la République de faire par étapes, quand il le juge est pertinent et nécessaire, de faire un point sur l'enquête judiciaire qui ne fait que débuter. Stéphane Vernet. Vous avez évoqué le drame de la rue de Trévise. Est-ce qu'il y a eu des pompiers qui ont été blessés cette nuit? Quelles sont les forces que vous avez déployées là aussi, un bilan à date de source de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
250 personnes ont été mobilisées pour gérer cet incendie, c'est-à-dire quand même une mobilisation extrêmement très importante. Et heureusement, il n'y a que 6 victimes parmi les pompiers et très légèrement blessés. Donc, il n'y a pas, les victimes sont à déplorer parmi, a priori, les résidents de cet immeuble. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi la propagation a été aussi rapide, puisqu'apparemment le feu a pris au dernier étage? Oui, le feu aurait pris entre le 7e et le 8e étage, mais là aussi, c'est les premières analyses des pompiers, il faudra confirmer tout ça. Mais il est clair que la rapidité de propagation de l'incendie, selon les dires des pompiers, témoigne probablement d'une cause exogène. Et donc, il y a eu une forme de déclencheur ou d'accélérateur de feu. C'est l'enquête qui le déterminera. Mais voilà, les pompiers étaient assez sûrs du caractère atypique de ce feu et notamment de la forte probabilité de son origine criminelle. Anne Hidalgo, la maire de Paris, va aller sur place? Elle est en ce moment même sur place, tout à fait. Vous ne faites pas de lien, par exemple, avec ce qui s'est passé rue Trévise pour vous? Non. A priori, c'est deux non, rien à voir. Oui, absolument. On continuera, évidemment, si on a de nouvelles informations concernant ce qui se passe dans le 16e arrondissement. On passe à l'actualité, Marcelo Vestre. Bon, alors l'actualité sociale, c'est la grève. C'est une grève aujourd'hui dans laquelle, appelée par la CGT, mais appelée aussi par une frange la plus radicale, on va dire, des Gilets jaunes, comme Éric Drouet, la France insoumise aussi. Est-ce que c'est le début de la convergence des luttes, la fameuse convergence des luttes? Ça, c'est pas à moi de le dire ou de le souhaiter. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, une forme de confusion dans la lecture politique des intentions de ce mouvement des Gilets jaunes faisait que des acteurs traditionnels de la mobilisation sociale se tenaient un petit peu à distance. Là, et je pense en premier lieu à la CGT, parce que la France insoumise court après depuis un moment, mais la CGT restait prudente et en retrait. Je comprends que la CGT veut relayer un mouvement de colère citoyenne, de revendication, mais je crois que Martinez fait bien attention à ne pas s'associer aux franges les plus radicales et au mauvais sens du mot, tels que peuvent l'exprimer un certain nombre de leaders des Gilets jaunes, parce qu'il ne faut pas qu'à l'occasion d'une mobilisation sociale, on se détourne de l'objectif et qu'on se perde dans d'autres revendications qui n'ont rien à voir avec le mouvement social. C'est la question du respect des institutions, c'est la question du respect du vote démocratique. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait de convergence en la matière entre la CGT et le mouvement des Gilets jaunes. Stéphane Vernet. D'un point de vue très pratique, vous êtes en capacité d'évaluer les perturbations qui vont avoir lieu à Paris aujourd'hui? Vous savez si le mouvement sera très suivi ou pas, notamment dans les transports? Non, alors c'est très difficile de le savoir. Maintenant, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement populaire. Ça se voit aux mobilisations, hein, même si le nombre de participants a pu décroître en fil de semaine. Il y a quand même encore un haut niveau de participation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura un haut niveau de mobilisation parce que c'est quand même un mouvement qui fait écho aussi à des préoccupations sociales, sociétales plus larges, qui se traduit par le soutien que la population adresse au mouvement, en dépit de violences qui sont quand même un peu fatigantes pour tout le monde. Alors pour essayer de donner une réponse à ce mouvement, le président de la République organise un grand débat national. Il était hier en banlieue parisienne, dans l'Essonne, à Évry-Courcouronne, pour un débat à nouveau marathon, 6-7 heures d'échange. Est-ce que, pour vous, le président est clairement en campagne? Oui, il ne faut pas être naïf. Il se met en scène personnellement. Et encore une fois, avec le président, il se met en scène et il se met en danger. C'est-à-dire qu'il est quand même obnubilé par la présence personnelle, par l'incarnation personnelle. Et je ne sais pas s'il a prévu de rencontrer tous les Français d'ici la fin de son quinquennat, mais on voit bien la limite de l'exercice. Et je trouve qu'encore une fois, ce grand débat national n'en a que le nom, parce que c'est un débat qui est quand même en fait assez privatisé dans la forme que lui donne le gouvernement. Vous-même avez organisé des débats dans la mairie de Paris. Donc... Mais pas du tout du même esprit. C'est pas Anne Hidalgo qui a fait 7 heures de cours magistral ou de rencontre avec une salle de gens invités, parce que ce sont des gens invités, si vous voulez. Vous allez, sans l'être invité à ces événements, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas un débat ouvert. Le débat que nous avons organisé à la ville de Paris, c'est 12 heures de prise de parole, sans aucun contrôle,
sans aucune modération, où les gens venaient dire ce qu'ils avaient à dire du grand débat. On a observé deux choses. C'est l'extrême diversité des expressions qui sont formulées et la forme très respectueuse que ça a eu. Les gens venaient dire du bien, du mal, de plein de choses, mais ils le faisaient dans un grand calme, dans une grande sérénité, dans un grand respect. Et je crois que le gouvernement et le président au-delà ferait bien d'ouvrir un petit peu plus que ça ne l'est actuellement le grand débat national, parce qu'il risque sinon de créer à la fin beaucoup de frustration, avec le sentiment que nous n'aurons pas pu dire tout ce que nous avions à dire, et surtout que le gouvernement n'en tiendrait pas compte dans les choix qu'il ferait ultérieurement. Toutes les mairies d'arrondissement participent. Il y a par exemple notamment les cahiers de doléances, il y en a partout ou pas? Alors, il y en a quasiment partout. Toutes les mairies d'arrondissement ne participent pas, puisque le principe, c'était qu'on a laissé le libre choix aux maires d'arrondissement d'organiser dans leur propre mairie. Je crois savoir qu'un certain nombre de mairies d'opposition... Combien à peu près sur c'est 90% qui organisent, mais il y a quelques mairies d'arrondissement qui n'ont pas fait le choix d'accueillir d'événements en tant que tels. Mais il y a énormément d'initiatives qui sont engagées à Paris. Et Anne Hidalgo, tout de suite, elle a fait le choix de s'associer à la démarche. On l'a fait avec une méthode à nous, entre guillemets, qui est une méthode que nous appelons la conférence de consensus. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas être prisonnier d'un format trop rigide qui serait proposé par le gouvernement, mais en même temps parce que, comme l'a formulé le gouvernement, on ressentait un besoin d'expression et de participation des Parisiens à ce débat national. Et vous ferez vous-même la synthèse des débats ou vous livrerez tout au gouvernement ? Alors, on livrera tout au gouvernement, mais nous avons un partenaire qui est chargé de faire du recueil d'informations. Et il faut savoir que la méthodologie d'organisation d'un débat, elle est consubstantielle de ce qu'on veut en faire de ce débat. Et c'est un petit peu le reproche que nous pouvons formuler au gouvernement. Quand on voit le site Internet qui est mis en ligne, il est très régressif par rapport à tout le potentiel qu'offre aujourd'hui Internet. C'est très fermé, c'est très privatif et je crois que ça l'est à dessein. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Et notre invité politique ce matin, Emmanuel Grégoire. Hier, le conseil municipal de Paris a officialisé la création d'une police municipale à l'initiative d'Anne Hidalgo. Au sein de la majorité, ce projet était contesté. Et surtout, on a appris absence d'armement de cette police, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Enfin, pas absence d'armement, absence d'armes à feu. Ce qui n'est pas la même chose. Ce sont des polices municipales qui sont armées. Ils ont un bâton de défense et des armes de 4e catégorie. Mais nous avons estimé que l'arme à feu n'était pas une bonne idée. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en mettant une arme à feu dans la main d'un policier municipal, vous augmentez le risque de confusion entre les missions de la police nationale et les missions de police municipale. Et c'est vrai que dans le risque qu'à force d'augmenter les moyens municipaux, l'État se désengage, la question de l'armement est une question symbolique absolument clé. Vous avez vu que sur ce point-là, ça tangue dans votre majorité parce que vos partenaires, ils disent oui, très bien, vous allez vous ne les armez pas tout de suite, mais dans quelques années, ils le seront. C'est la porte ouverte à une évolution vers l'armement. En fait, pas du tout. Quelle garantie vous leur apportez ? Alors, mais d'abord, on n'a pas de garantie à apporter. Nous, la maire de Paris, elle est maire jusqu'en 2020. Et donc, jusqu'en 2020, elle n'est pas pour l'armement et elle ne changera pas de doctrine. Mais il y a plein de villes dans lesquelles il y a des polices municipales qui ne sont pas armées. Il n'y a aucune... Une minorité aujourd'hui. Non, pas une minorité. Plus de la moitié des Oui, mais des ça dépend villes. si vous... Par exemple, ça, c'est une question d'effectifs et de nombre de communes. Quand vous raisonnez en nombre de communes, il y a beaucoup plus de polices municipales qui ne sont pas armées. Sauf qu'il y a des grandes communes, Nice, Marseille, dans lesquelles les maires et les effectifs sont très importants. On fait le choix. Donc on est autour de 50% des policiers municipaux qui sont armés. Et la deuxième chose pour laquelle nous sommes en désaccord sur l'armement, c'est que pour être armé, il faut que ça serve à quelque chose. Or, au regard des missions que nous voulons confier à la police municipale, ça n'a aucun intérêt d'être armé, si ce n'est de faire risquer la bavure à un certain nombre de nos agents. Et ensuite, c'est très consommateur de ressources et donc d'argent public, parce que pour armer les agents, il faut les entraîner, et que cet entraînement, eh bien, c'est au détriment du temps de présence sur le terrain. Et donc, nous, ce que nous pensons, et vraiment en collaboration avec le préfet de police, c'est que chacun ses missions, chacun son armement
et ses équipements pour cela, et ça permettra de la clarté. Comment vous pouvez être sûr que le fait que vous développiez votre propre police ne va pas se traduire par une réduction des effectifs nationaux dans Paris et que finalement ce soit les Parisiens qui payent une police qui aujourd'hui est payée par l'État? Alors en fait, ce sont deux sujets qui sont importants mais qui ne sont pas nécessairement liés. C'est pas parce que la ville augmente ou baisse ses moyens que l'État augmente ou baisse ses moyens. La preuve... L'État pourrait en profiter pour diminuer ses moyens. Il en a déjà beaucoup profité puisque depuis 2007, nous avons perdu à Paris 1500 fonctionnaires de police. Est-ce que ça a un effet sur la sécurité publique à Paris? C'est une évidence. Il y a moins de personnes et ça a été aggravé depuis 2014. Et quand j'entends ceux qui font le procès d'Anne Hidalgo qui disent « Ah mais c'était pas marqué dans le programme de mandature. Elle n'était pas d'accord en 2014. » C'est un revirement quand même. C'est pas un revirement, c'est une évolution, ce qui est en politique vraiment une différence notable. Et juste regardons ce qui s'est passé depuis 2014. Depuis 2014, il y a eu, en matière de sécurité publique, un changement de donne radical. Les attentats de 2015, qui ont complètement changé la donne en matière de maintien de l'ordre. La question des mobilisations sociales, la question du phénomène migratoire. Ceux qui pensent qu'on peut appliquer en 2019 la même grille qu'en 2014 se trompent, et en l'occurrence, c'est Anne Hidalgo qui a raison. Merci Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, d'être venu sur ce plateau ce matin. Vous étiez évidemment cette nuit sur cet incendie rue Erlanger dans le 16e arrondissement, incendie donc criminel. Une femme connue des services de police, vous nous avez indiqué, donc actuellement en garde à vue. Pas des services de police. Des services, actuellement en garde à vue, c'est ce qu'a dit le procureur de la République. Très bien, 8 morts, une trentaine de blessés, évidemment un bilan qui peut être évolutif. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau ce matin, Emmanuel Grégoire. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Beaucoup. Merci Marcelo Vestred, merci Stéphane Verdet. Voilà, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, quitte ce plateau. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Font leurs entrées Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour Cyril, bonjour Yves, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Cyril, bonjour Denis, bonjour à tous. Messieurs, je voudrais qu'on revienne sur le grand débat. À Évry, Emmanuel Macron a tenté de renouer avec les banlieues. Au fond, c'est le plan Borloo et conduit qui pose problème aujourd'hui, Yves Tréhard. Non, ce qui pose problème, c'est les banlieues depuis, j'allais dire, 40 ans. C'est pas le plan Borloo. J'étais plutôt assez d'accord d'ailleurs avec le président de la République quand il a décidé de ne pas faire un plan particulier, même si à ce moment-là, il n'aurait pas dû faire travailler Jean-Louis Borloo de la sorte, parce que c'était politiquement indécent. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le problème qui se pose à la France est un problème qui ne se pose pas uniquement aux zones rurales, pas uniquement à certains secteurs et à certains départements de notre pays, mais à l'ensemble du pays. Je pense qu'il faut impérativement qu'il y ait un dialogue qui se noue. Alors, je ne sais pas si c'est le dialogue qui doit être comme il a été engagé hier. Ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, il serait bon que le président de la République et les ministres aient ce type de rencontre non filmée. Parce que ça, faut arrêter quand même le cinéma permanent, non filmé, mais qu'ils aillent régulièrement dans des événements de ce type où il y ait des présidents d'associations, des maires, des acteurs locaux qui leur disent voilà quelles sont les problèmes. Réalité. Et en retour, et c'est là où je dis que le président de la République ne devrait pas se livrer à tous ces exercices de réponses qui sont quand même assez abracadabrantesques, c'est que plus je les écoute, ces débats, plus je me dis que on souffre en France d'une norme, d'une loi, d'une réglementation qui est trop uniforme et qu'il faudrait adapter et pouvoir adapter, je dis pas tout, mais une partie de ces normes, justement, à la réalité des terrains qui sont différents d'un endroit à l'autre. Denis Jambard. Moi, ce qui me frappe dans toutes ces rencontres, c'est que on a le sentiment que le chef de l'État est derrière lui, d'ailleurs les élus d'En Marche, découvrent le pays, la réalité, après 17 mois, 18 mois, bientôt 20 mois de présidence de la République. Parce qu'ils sont dans cette circonstance-là, quoi. Oui, mais bon, il est évident qu'ils ont gouverné hors sol depuis le début et que la réalité, à travers l'affaire de la crise des Gilets jaunes, les a rattrapés. Ce qui est frappant aussi quand même, Yves, c'est que vous aurez constaté que les banlieues n'ont absolument pas bougé pendant cette période. C'est intéressant d'ailleurs et ça mériterait d'être enquêté, de réfléchir sur le
Pourquoi les banlieues n'ont pas bougé? Ni les banlieues, ni les jeunes, pour deux raisons, à mon avis. Les jeunes, parce que leur... Je l'interroge parce qu'il a réponse à tout. non, mais... C'est question pour un champion. Non, mais je le vois assez bien. Pourquoi les jeunes? J'ai déjà essayé de voir pourquoi. Si vous prenez les thèmes, les motifs de révolte au début, enfin de colère au début, c'est la fiscalité. Les jeunes, il est où le problème? C'est l'emploi. Et d'ailleurs, vous avez vu que chez les Gilets jaunes, le thème de l'emploi est quasiment absent au début. Oui, parce que ce sont des gens qui travaillent. Parce que ce sont des gens qui travaillent. Pas du tout. Et la problématique de beaucoup de jeunes, c'est l'emploi. Oui, mais là où Denis Jambard a raison, c'est que les jeunes ont été aussi les grands oubliés du quinquennat de François Hollande. On n'en a pas du tout parlé. Et qu'au fond, aujourd'hui... Mais ils ont été oubliés les quinquennats de tout le monde. Tous les quinquennats, pourquoi? Donc ça fait très longtemps. On s'est beaucoup occupé plus, c'est désolant de le dire, mais davantage des retraités que des jeunes, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a une spécificité française, c'est le niveau du chômage. Et là, Yves a raison. C'est pour ça que je le questionne, parce qu'il a réponse à tout, comme je l'ai dit. Non. Mais non, il faut le taquiner un peu. mais c'est vrai qu'on a un taux de chômage chez les plus jeunes qui est extrêmement élevé par rapport à la moyenne européenne, et que c'est des chiffres qui ont été confirmés, mais qu'on connaissait. Quand vous voyez qu'il faut 8-9 ans avant d'avoir un CDI, et que vous vivez, c'est la vie en CDD, c'est vrai que c'est très déstabilisant par rapport pour cette population et pour les jeunes, y compris ceux qui arrivent sur le marché du travail avec des diplômes. Ne parlons pas de ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais j'en reviens quand même à cette question. Je m'interroge beaucoup sur certaines banlieues dont on sait qu'elles sont promptes à s'enflammer. Pourquoi elles n'ont pas bougé ? Pourquoi elles n'ont pas bougé? Et sur ce que disait... c'est pour les mêmes raisons, parce que les motifs de colère des Gilets jaunes n'étaient pas celles des banlieues. Le motif des colères des Gilets jaunes... Oui, mais ils auraient pu... Ça aurait pu coaguler, mais je pense que eux, leur problème, c'est plus, c'est aussi l'emploi, beaucoup, hein, dans les banlieues, c'est l'emploi, c'est l'insécurité, c'est la discrimination, mais d'autres types de discrimination. Et alors que les Gilets jaunes, c'est l'éloignement, c'est le service public, la désertification, oui, des services publics, et puis la fiscalité, parce que ce sont des gens qui ce que disait Yves Tréhard tout à l'heure, Denis Jambard, sur la forme de ce dialogue, au fond, qu'Emmanuel Macron essaie d'instaurer. Alors là, c'était à Évry hier. Est-ce que vous trouvez que c'est ce qu'il faut faire, quoi? Au fond, lui, Yves Tréhard dit non. Au fond, il faut pas que ce soit filmé, il faut un dialogue direct. Il faut arrêter. Faut arrêter la politique spectacle. Là-dessus, on a vu les images pendant que vous parliez d'ailleurs de ce dialogue hier soir. Je partage sur ce caractère de politique. Mais c'est aux médias. Et je partage le point de vue de votre invité. C'est-à-dire que le président est quand même en campagne. C'est aux médias de se gendarmer aussi. Hein. Oui, c'est aux médias de se gendarmer. Bien sûr. Mais il est vrai aussi que le chef de l'État est en campagne, à la fois pour lui-même, avec quelques effets pour le moment, mais il y a toujours une espèce de bienveillance des Français dans le début d'année. Ça, c'est historique. Vous le voyez dans tous les sondages. Il n'y a que François Hollande qui finalement fait exception. Mais la forme, on voit les images pendant que vous parlez là. Vous voyez le président donc qui fait au fond un numéro, voilà, un grand oral. C'est un spectacle organisé et pour quelqu'un qui maîtrise très bien les sujets, qui est brillant. Ça le fait progresser dans les sondages. Tout de même. Ça l'a fait progresser. Mais vous savez, vous auriez pu mettre Nicolas Sarkozy. Le spectacle aurait été différent, mais il aurait été aussi... mettez tout le monde, il aurait duré des heures. François Hollande... Gérard Larcher. Peut-être pas Jacques Chirac qui aimait pas ce type de... Non, mais Gérard Larcher, je suis sûr qu'il est très à l'aise mais tous les présidents de la République sont capables de faire ce numéro-là. Ce sont des gens qui ont une grande maîtrise des dossiers, qui sont intelligents. On n'arrive pas à la tête de l'État. Ça l'a fait progresser Emmanuel Macron dans les intentions, voilà. dans les sondages. Moi, je crois vraiment, à la fois, il y a une voie qui a été choisie pour essayer de calmer le jeu, et ça a l'air de plutôt pas mal marcher, encore que je pense que le terrain soit toujours inflammable. Ah oui. Et on verra à l'issue du grand débat, à partir du 15 mars, ce qui ressort de tout ça. Et la deuxième chose, c'est une reconquête personnelle et une reconquête politique dans la perspective des élections européennes. Ce que disait notre invité politique tout à l'heure. D'après les sondages, moi c'est ma conviction aussi, ne seront pas désastreuses pour le chef de l'État. Parce que sans doute on aura un ordre Front National qui confirmera qu'il est Rassemblement national. Rassemblement national, oui, mais enfin bon, vous savez, on change de formule, mais ça change pas l'ADN de cette formation politique. Donc c'est toujours la même. Donc même si on a changé un peu la méthode, et c'est vrai que la Marine Le Pen d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle qu'on avait vue entre les deux tours, mais c'est quand même la même personne. Donc voilà, le chef de l'État vise 20-21%.
Et on voit bien que les Républicains, aujourd'hui, en tout cas, seront largués. Alors certes, s'ils font 15% au lieu de 12%, on dira qu'ils ont plutôt réussi leur affaire. Mais on est en campagne électorale. Alors à la fin de ce grand débat national, ce référendum, qui est très contesté d'ailleurs, on a eu l'opposition. Pas sûr, hein? Pas sûr, non, mais c'est une bonne idée ou pas? Non, très mauvaise idée le référendum. Moi, je suis absolument hostile au référendum parce que c'est la forme la plus démagogique de la démocratie directe. Je pense que moi, je suis un farouche partisan de la démocratie représentative, Nous sommes deux. qui a beaucoup de qualités. Le référendum, c'est vraiment la boîte à gifles et la boîte à n'importe quoi qui peut nous mener à à l'adoption de fausses bonnes idées. J'en prendrai une, tiens, puisque on est là, et pour un exemple, c'est vous savez, le non-cumul des mandats. Tout le monde est pour le non-cumul des mandats, ce qui est une vaste bêtise, parce que le non-cumul des mandats, ça coûte plus cher à la collectivité, et ça met des élus nationaux qui sont hors sol. Donc ça, voilà la mauvaise idée que tout le monde défend, y compris tous les partis politiques, parce qu'ils caressent les électeurs dans le sens du vote. Mais voilà, donc non. Est-ce que comment il va pouvoir s'en sortir? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que le référendum soit la solution. Le général de Gaulle en 1968, il faut le rappeler, mai 68, il sort de là en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Juste une petite réaction du gendarme, parce qu'on déborde beaucoup. Oui, écoutez, moi je pense que le chef de l'État a une arme. Moi je trouve qu'il est absurde de demander et dangereux de demander la démission du président de la République. En revanche, la dissolution, c'est une arme entre les mains du chef de l'État. Il n'y a rien de putschiste à dire il faut éventuellement dissoudre. C'est une arme que le chef de l'État, enfin le général de Gaulle avait utilisée en 68. Et finalement, comprenant bien en réalité que son affaire que son parcours allait s'achever par un référendum qu'il a choisi, décidé après, voilà. Mais je pense que le référendum aussi, c'est dangereux parce qu'on nous répond, en plus, même si on met 10 questions, on ne répond pas aux questions qu'on nous pose. Ça sera sur le chef de l'État que les Français se prononceront. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Merci Yves Tréhard, toujours directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci à vous. Et on s'en réjouit. On passe au Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos ce matin chez nos confrères. Aussi, à tout de suite. Le président Macron visite cette association d'Evry qui travaille sur la citoyenneté. Et pendant ce temps-là, les parents apprennent le français. Oui, c'est ça. Il a besoin d'un référendum pour comprendre que la France va mal. Ça fait 2 mois. Excusez-moi, à un moment donné, je sais pas, allume la télé, Manu, parce que tu verras que la France va mal. Ou rends-toi dans les foyers, tu verras que la France va mal. Excusez-moi, je le tutoie, il m'a tiré dessus, on a un lien particulier aujourd'hui. La fabrique du terrain, elle se fait dans ces endroits. Oui. C'est là qu'on fait société. C'est là qu'on fait nation. Et c'est souvent ce que je dis, c'est qu'on a tous et toutes une place à avoir. Je vais offrir un ouvrage à Monsieur le Président de la République qui vient de sortir et qui s'appelle Les Abandonnés. Donc je vous l'offre. Ce livre, travail d'enquête journalistique, dit rapidement 2 choses. La première, la République française a une dette vis-à-vis des quartiers populaires. Nous ne demandons pas charité, mais justice. C'est ce qu'est venu dire le président de la République hier. On a eu pendant trop longtemps une vision un peu misérabiliste de ces quartiers-là. Je crois que le président a eu raison de rappeler que dans le 93, il y a aussi le plus d'entrepreneurs que partout ailleurs en France. C'est le département le plus jeune. Je n'ai jamais abordé le sujet des quartiers, le sujet de la politique de la ville, qui est d'ailleurs un concept qui est ambivalent parce qu'il donne le sentiment qu'on est enfermé. Je ne l'ai jamais abordé comme une logique de différenciation qui enfermerait ou capturerait. On a besoin d'avoir des dispositifs parfois un peu plus volontaristes, simplement parce que c'est ce qu'on doit à ces territoires et aux personnes. Nous en avons assez des bus saturés, assez de la malvie au quotidien pour les étudiants, les employés, les salariés et toutes celles et ceux qui viennent chez nous. Le grand débat national, il concerne l'ensemble de la nation française, de toutes celles et ceux qui portent ces engagements. Et moi, je considère que ce qu'on doit ensemble sortir de ce moment républicain, ce sont des changements de méthode profonds, mais pas méthode au sens technique du terme. C'est-à-dire, et pas simplement avec les villes, un nouveau contrat, c'est-à-dire une nouvelle capacité
à penser, nos manières de décider, nos manières justement de faire société. Je vous ai écrit, Monsieur le Président, il y a plus de 15 jours, pas de réponse, même pas un accusé de réception. D'ailleurs, j'ai amené une copie de la lettre, je vais vous la remettre, parce que comme ça on va faire du circuit court. Voilà, troisième partie de notre émission dans un instant avec l'actualité parlementaire. À tout de suite.